Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je reçois Mathilde Caillard. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son parcours de militante et nous parle de l'environnement familial au sein duquel elle a grandi. Au fil de votre écoute, vous découvrirez comment l'engagement de Mathilde est né, mais également les coulisses d'Alternativa, l'association pour laquelle elle est activiste, ainsi que son nouveau métier d'attachée parlementaire aux côtés d'Alma Dufour. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Mathilde. Enchantée. Comment vas-tu ? Très bien, je profite des derniers moments avant qu'il pleuve à Paris et je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic pour parler militantisme, activisme, pour parler de toi. On va commencer par des présentations et puis après on essaiera de revenir un peu sur ton histoire. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai eu 25 ans il y a maintenant un peu plus d'un mois, parce qu'à force de dire un mois, ça fait 2 mois. Je suis activiste pour le climat depuis maintenant 2019, donc ça fait 3 ans. Et voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement importants pour moi et ça occupe une grande partie de mon quotidien. Au quotidien, est-ce que tu es étudiante ? Est-ce que tu travailles ? Alors désormais, je travaille, mais c'est tout récent, parce que j'ai été étudiante là jusqu'à cet été, donc ça fait 1 mois. Super, on y reviendra un peu plus tard. Tu as grandi au sein d'une famille assez engagée, avec des parents militants qui défendaient certaines valeurs, notamment autour de l'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment est-ce que le militantisme s'est imposé dans ta famille ? Quelle place il a occupé ? Donc c'est vrai que j'ai grandi dans une famille plutôt engagée, même disons très politisée en tout cas. Mes parents ont toujours parlé de politique, il y avait toujours des livres qui traînaient dans la maison qui parlaient de politique, etc. Ils nous emmenaient aussi beaucoup en manifestation, donc c'est vraiment moi mes premiers pas militants, on va dire, je les ai faits surtout en manifestation. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très très présent à la maison et comme tu le dis, donc c'était sur différents sujets, il y avait beaucoup d'écologie et c'est vrai que parler de l'écologie à la fin des années 90 c'était quand même assez minoritaire. Donc beaucoup d'écologie, moi je me rappelle de mes parents qui dans les années, ça devait être en 2005 ou en 2006, sont allés à la fondation du Parti pour la décroissance à l'époque où c'était vraiment un gros mot, ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais ça l'était dans des dimensions démesurées à l'époque. Donc beaucoup d'écologie, mais aussi sur les sujets sociaux plus largement. Donc voilà, on allait aussi aux manifs en soutien aux sans-papiers pour appeler à la régularisation, mais aussi par exemple contre la loi, à l'époque c'était le contrat première embauche, le CPE. Donc voilà, une famille militante, en tout cas pour aller en manifestation et où on parlait énormément de politique. Est-ce que c'était uniquement des manifestations ou aussi des actions ? Tes parents étaient membres d'associations ? Disons qu'ils avaient une approche qui était, on va dire, plutôt intellectuelle de la politique. Donc c'était plutôt assister à des conférences, des colloques, etc. et des manifestations, mais il n'y avait pas d'action comme ce qui peut être le cas désormais, plutôt des obéissances civiles, actions de mobilisation de masse ou autres. Voilà, c'était plus une politisation, un militantisme intellectuel, on va dire. Donc toi, tu as grandi avec le repère des manifestations. C'était normal d'aller manifester sur la voie publique pour exprimer un désaccord. Comment est-ce que ça s'est manifesté plus tard en grandissant à l'adolescence et puis dans ta jeune vie d'adulte ? J'ai continué à je les ai accompagnés beaucoup quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'adolescence. Et je dirais que j'ai eu un petit moment un peu de pause. Ça correspond au moment où je suis rentrée mes premières années d'études supérieures. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon second militantisme, disons quand j'y suis revenue, cette fois-ci ça a été une approche qui était beaucoup plus personnelle, où je me suis vraiment posé la question parce que j'avais toujours eu l'impression d'être, déjà de gauche, mais je veux dire engagée, militante, enfin disons engagée en tout cas sur les questions qui m'intéressaient, mais j'avais pas encore eu une approche vraiment personnelle où je m'étais jamais vraiment posé la question, qu'est-ce que je suis dans ce monde, quelles sont mes idées, qu'est-ce que je pense, où je veux aller, quelle société je veux voir advenir, etc. Et donc en fait je me suis réapproprié ces
ces questions septembre 2018, au moment où il y a eu la démission de Nicolas Hulot. Et il y a eu tout un mouvement, le mouvement climat en fait, qui a véritablement émergé en France, ou en tout cas qui s'est un petit peu modifié, qui a vu tout un nouveau public le rejoindre, et qui s'est densifié avec toutes ces marches qu'on a vues à partir de septembre 2018 et qui se sont comme ça multipliées au cours de l'année, et notamment avec toutes les grèves dans les universités. Moi à l'époque j'étais en sciences politiques à Dauphine, et donc je participais aux grèves. Et en fait là je me suis vraiment reposé la question en ayant cette fois-ci une approche vraiment plus personnelle de mon militantisme, et où je me suis disons que j'ai commencé à m'engager un peu sans mes parents aussi, et c'était plus moi en tant qu'individu face à la société, quoi. J'avais l'impression aussi, c'était aussi quelque chose qui m'a fait grandir en réalité. Et tu avais envie d'une autre forme de militantisme, aller au-delà des manifestations à ce moment-là? En fait moi c'était un petit peu aussi disons qu'avant je m'étais toujours intéressée à ces sujets, mais disons que j'avais très peu lu en réalité sur la réalité de la situation. Là on parle du climat, mais aussi des enjeux sociaux, mais bon, aussi beaucoup du climat et de l'écologie. Et en ayant ces lectures, au fur et à mesure, tout en allant en parallèle aux marches, etc., c'est vrai que mon positionnement s'est aussi radicalisé. Et donc là je suis arrivée face à un constat qui était, mais en fait on est face à une situation inextricable, à des situations extrêmement injustes, et donc au fur et à mesure où je me suis renseignée, j'ai commencé à vouloir aussi m'impliquer de plus en plus, et c'est là que je suis rentrée dans l'activisme climat, et donc sont venues petit à petit les premières actions de désobéissance civile, et voilà. Quelle distinction tu fais entre le militantisme et l'activisme? C'est pas si différent que ça. C'est vrai que moi plutôt c'est une distinction que je fais moi pour me repérer, mais disons que les activistes sont des militants, et beaucoup de militants sont des activistes, mais c'est vrai que activiste j'entends plus comme participer à des actions concrètes, par exemple de désobéissance civile, de manifestation. On peut être militant plutôt sur la sphère intellectuelle, disons que c'est un travail tout aussi intéressant, mais plus sur le débat d'idées par exemple. Oui, non, mais sans jugement de l'un ou de l'autre, mais plus pour préciser et recontextualiser. Et donc toi, tu le disais, tu as voulu aussi t'approprier ce militantisme pour trouver ta place, en parallèle de celle qu'occupaient tes parents. Quelle association est-ce que tu as décidé de rejoindre? Comment ça s'est fait? J'imagine qu'au fil de tes lectures, tu as découvert, ou en tout cas pris conscience que les luttes sociales étaient intrinsèquement liées à la problématique climatique. Comment est-ce que tu as mis tout ça en perspective? Alors moi déjà, donc, je vivais en région parisienne, et donc comme je l'ai dit, c'est par rapport aux marches qui ont suivi la démission du ministre de l'écologie de l'époque, à la rentrée 2018, que j'ai commencé donc à aller dans la rue finalement. Et en fait c'est ma sœur qui avait beaucoup plus de temps que moi à cette époque, qui a été un peu précurseur, et qui a commencé vraiment à s'intéresser, à regarder qui est-ce qui organisait les mobilisations, et notamment les associations. Et elle a rencontré donc Alternatiba, donc plutôt Alternatiba Paris, donc le groupe local parisien. Et en fait elle a commencé à rentrer dans l'organisation des marches. Donc alors que moi et les autres membres de famille, on venait en tant que marcheurs lambda, quoi. Elle participait concrètement à la réalisation des marches. Donc ça va être tout le travail logistique de préparation de banderoles, travail d'encadrement de la marche pour que tout se passe bien, de communication en amont, toutes les personnes en fait qui permettent aux mobilisations de réussir et d'avoir lieu. Donc elle a commencé à rentrer à Alternatiba, et en fait petit à petit elle nous en a énormément parlé, et ça a fait un peu son chemin dans ma tête, et à un moment en fait j'ai commencé à la rejoindre pour un atelier peinture de banderoles. Puis voilà, de fil en aiguille je suis rentrée donc dans l'organisation. Et ce qui m'a énormément plu à Alternatiba, c'est aussi leur positionnement stratégique, et parce qu'en fait disons que le constat c'est de dire, pour l'instant on n'arrive pas à faire rentrer nos sujets dans le débat politico-médiatique, et on n'a pas de prise de pouvoir des idées progressistes. C'est pas celles qui sont dans le camp des dominants actuellement. Et donc pour pouvoir réussir à ce que ces sujets soient pris en compte dans le débat, c'est de s'organiser nous, et c'est de faire valoir la voix du plus grand nombre. C'est que nos intérêts, étant donné qu'on est une majorité à être, disons tous et toutes, impactés par les effets du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, eh bien organisons-nous collectivement, mettons en place un rapport de force
pour permettre de faire émerger ces sujets dans le débat public et forcer les décideurs à agir concrètement. Et donc Alternativa, pour atteindre cet objectif, s'organise de différentes manières, mais notamment en essayant d'organiser des actions de désobéissance civile de masse qui sont à chaque fois pensées dans une stratégie globale sur différents sujets pour obtenir des victoires concrètes qui sont comme des victoires d'étape, qui permettent à la fois de recruter des nouvelles personnes et de faire toujours agrandir en fait cette base militante, tout en obtenant concrètement des choses importantes. On pourra y revenir tout à l'heure, mais il y en a eu plusieurs victoires comme ça assez importantes, notamment en région parisienne, qui nous ont permis à la fois de gagner concrètement des choses, parce que à l'époque où tout se délite et lors de la grande destruction, chaque victoire est importante, mais aussi parce que ça nous permet stratégiquement de continuer à grossir et de gagner en visibilité. Justement, quel type de victoire, à quel type de victoire tu fais référence ? Là, je pense énormément à l'agrandissement du terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle. Donc, c'était un projet climaticide qui visait en fait à agrandir l'aéroport déjà beaucoup trop grand du Roissy-Charles de Gaulle pour tripler je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est pour tripler le nombre de vols, ou en tout cas non, doubler le nombre de vols de l'aéroport. Et en fait, alors même que ça pose énormément de problèmes déjà pour le voisinage, en termes climat, j'en parle même pas, et que c'était un projet complètement à contre-courant de l'histoire et de ce qu'il faut faire, ce projet, disons que les dirigeants étaient tout à fait disposés à lui permettre de voir le jour. Et donc on s'est organisé ensemble, pensé avec le collectif qui était sur place, donc le collectif Non au Terminal 4, qui était déjà organisé sur place, donc travailler avec eux pour faire grossir leurs revendications, ou en tout cas les visibiliser. Donc il y a eu tout un travail médiatique de différentes rédactions de communiqués de presse, en parler à la presse, organiser des rendez-vous avec la préfecture, des opérations de com diverses et variées, jusqu'à un point un peu culminant. Donc c'était en octobre 2020, où à 90 personnes, on a envahi le tarmac de l'aéroport. Donc il y a eu 90 gardes à vue, un procès aussi qui a eu lieu un an plus tard. Et surtout, en février 2021, le projet a été abandonné par le gouvernement. Donc, ils ont mis un terme à ce projet en reconnaissant que, effectivement, ça n'avait plus lieu. Ce genre de projet n'avait plus lieu d'être. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Alors évidemment qu'il y a eu plein d'acteurs qui étaient mobilisés sur le terrain, mais cette action, elle a permis d'agrandir le rapport de force, et donc elle a pesé dans la balance, quoi. Donc toi, tu as participé à cette action sur la mobilisation, la désobéissance civile. Comment est-ce que, si on va sur le champ des sentiments, comment est-ce que tu te sens à l'approche d'un mouvement comme celui-ci ? Est-ce qu'il y a une certaine appréhension ? Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là ? Il y a toujours un peu d'appréhension, il y a toujours un peu de peur, de stress. C'est difficile de... notamment moi, j'ai toujours... par exemple, j'ai toujours eu à cœur de respecter les règles, ou en tout cas c'est difficile en fait de mettre son corps en mouvement pour bloquer quelque chose, ou pour concrètement désobéir, donc désobéir à la loi aussi, il y a tout ce que ça représente en termes symboliques. On peut en parler aussi, mais il y a aussi une croissance de la répression, à la fois juridique mais aussi physique, de toute forme d'activisme. On le voit dans les manifestations, ce qui a été la répression aussi du mouvement des Gilets jaunes, etc. Il y a eu énormément de violence. Donc en fait... le matin, avant d'aller à une action de désobéissance civile, il y a toujours un peu d'appréhension qui est liée à différents facteurs, mais notamment à ça, donc la peur de la répression. Et puis c'est pas facile aussi de se dire que voilà, on se met en danger, potentiellement on fragilise une carrière si on a envie de, je sais pas, par exemple travailler dans la fonction publique ou autre chose. Mais voilà, c'est toujours un peu, pour moi il y a toujours un peu d'appréhension. Et en même temps beaucoup de fierté et la conscience d'être au bon endroit par rapport à ce qui est juste et par rapport à ce qui est utile, et par rapport au fait que la situation est tellement dramatique, on va tellement dans le mauvais sens, il y a tellement d'injustices, il y a tellement de choses qui se passent pas comme il faudrait qu'elles se passent, que en fait c'est un petit peu le dernier recours, et je pense que c'est important de le faire pour pouvoir, moi en tout cas je le sens comme ça, pour pouvoir me dire que on pourra quand même se regarder dans une glace, qu'importe où on va,
mais au moins d'avoir le sentiment d'être au bon endroit et de le faire. Donc, et puis c'est aussi très important, mais dans la désobéissance civile, c'est aussi quelque chose de collectif. Et évidemment, j'ai tissé énormément de liens d'amitié aussi avec les personnes avec qui je milite. Et quand on fait ces choses, une action de désobéissance civile ensemble, c'est quelque chose aussi de très fort. Donc il y a de l'appréhension, mais elle est un peu catalysée, ou en tout cas elle est soutenue par le fait que c'est quelque chose de collectif qui donne énormément de force aussi, qui donne du sens et qui donne de la force. Donc voilà. Quelle est la moyenne d'âge des participants à ce type d'action? Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge? Est-ce que tu observes un peu des profils similaires? On est beaucoup, moi quand j'ai commencé j'avais 22 ans, même 21, non, oui 21 ans. Donc c'est vrai que c'est environ la moyenne d'âge, oui c'est quand même plutôt des personnes jeunes, on va dire entre 18 et 35 ans. Mais pas que, par exemple ma maman, qui a 66 ans, qui a fait plus d'actions de désobéissance civile que moi. Mais c'est vrai qu'elle dénote un peu, disons qu'il n'y a pas une majorité de personnes de 65 ans dans les actions de désobéissance civile, mais voilà, il y a des profils comme ma mère notamment. Donc oui, il y a aussi des gens de tous les âges, et c'est important. Ta maman qui d'ailleurs a été mise en garde à vue à la suite d'une action de désobéissance civile. Ouais, tout à fait, c'était en octobre dernier, en octobre 2021, suite à une action où elle a bloqué avec d'autres activistes des Amis de la Terre et de Alternatiba une conférence qui s'appelait Finance en commun et qui invitait toutes les banques françaises pour parler de leurs ambitions climatiques en présence du Premier ministre, sachant que celles qui étaient invitées, ce sont les banques françaises qui investissent le plus dans les énergies fossiles. Donc c'était un petit peu juste une vitrine pour pouvoir faire du greenwashing encore une fois. Et donc avec d'autres, ils ont infiltré cette conférence. Ils ont déversé du faux pétrole, ils l'ont interrompu avec des alarmes anti-agression qui font un bruit extrêmement fort quand on les déclenche, puis avec des banderoles, etc. Et aussi dans le dialogue, parce que le but c'était aussi de discuter en fait avec les personnes présentes, ou en tout cas d'essayer de faire émerger dans le débat en fait aussi la voix du plus grand nombre qui vont être impactés par des choix purement économiques et financiers. Et donc elle a été arrêtée avec les autres et placée en garde à vue 24 heures, donc elle a passé la nuit là-bas. Voilà. Elle est sortie. Elle est sortie le lendemain. Est-ce qu'il y a eu un procès ou ça a donné suite? Non, pas de procès. Ils ont eu un rappel à la loi et une journée de formation, de stage de citoyenneté d'une journée pour leur apprendre à être des bons citoyens. Parce que visiblement... militer voilà. Et être activiste, c'est pas être un bon citoyen. Alors. Voilà, pour moi, c'est plutôt elles et eux qui auraient des leçons à donner de citoyenneté et de comment être à sa place de citoyen, comment contribuer vraiment à la société quand on est dans une telle situation critique. Donc voilà, assez étonnant ce jugement. Tu mentionnais le dialogue tout à l'heure, notamment sur cette action de désobéissance civile, où il y avait une intention aussi de dialoguer avec les personnes assistant à cette conférence de presse. Comment est-ce qu'on arrive à dialoguer avec des gens qui sont radicalement opposés à ce qu'on pense? Est-ce qu'on arrive à dialoguer de manière sereine ou pas? Pas toujours. Je pense par exemple aux images qu'on a pu voir après il y a eu une action récemment, une des plus récentes de Alternatiba à l'AG de Total, où on a vu des échanges extrêmement tendus entre des activistes et des actionnaires qui ne pouvaient pas entrer dans l'AG parce qu'elle était tout simplement bloquée. Avec donc des échanges extrêmement tendus, notamment de la part des actionnaires, en fait des insultes tout simplement. Donc c'est pas toujours facile, mais je pense que quand même une majorité de personnes... disons que en fait, quand on fait une action de désobéissance civile, le but c'est aussi de faire irruption dans un quotidien qui semblait complètement normal et banalisé. Donc pour les actionnaires qui se rendent à l'AG, ou même je pense à une action que j'ai faite en juin, j'ai infiltré, on était deux, j'ai infiltré une conférence de Total en interne, pareil, et en fait
Voilà, il y a un fonctionnement bien rodé avec des gens qui pensent que c'est encore OK de venir en tant qu'actionnaire à l'Assemblée générale d'une multinationale qui travaille dans le pétrole et qui va vous présenter ses plans pour l'avenir et comment ils vont forer encore plus de pétrole pour vous faire gagner encore plus de sous. Ça, c'est encore possible dans leur quotidien, disons, dans leur petit quotidien bien rangé. Et en fait, l'action de désobéissance civile et les personnes qui vont physiquement mettre leur corps en travers du point A au point B de cette personne qui va à l'AG, en fait, elle vient faire irruption, elle vient questionner aussi tout ce qu'on pensait être normal et qui finalement ne l'est pas vraiment. Et donc, cette éruption, parfois, elle provoque quand même aussi des questionnements aussi chez ces personnes-là. Comme si tout d'un coup, on sortait la tête de l'eau et on se disait, mais en fait, pourquoi ça fonctionne comme ça, quel est le problème, etc. Et le problème du dérèglement climatique, pour l'instant, il y a de plus en plus quand même un consensus assez fort autour des réalités qui nous sont énoncées. Et d'ailleurs, beaucoup plus que ce que certains dirigeants veulent nous faire croire. On nous fait croire que ce qui bloque encore, c'est parce que les gens ne sont pas encore convaincus du dérèglement climatique. C'est faux. Une majorité de Français, en fait, attendent juste des actes à la hauteur. Et il suffit de voir même les sondages qui sortent sur les soutiens de la population à des mesures comme par exemple l'interdiction des jets privés. En réalité, il y a souvent une majorité de Français qui soutiennent des mesures radicales. Mais le blocage, il est ailleurs. Et donc, tout ça pour dire qu'on a un consensus quand même assez large autour des constats qui sont faits du dérèglement climatique, et pas que des constats d'ailleurs, des mesures qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir l'atténuer le plus possible. Mais en fait, c'est un problème tellement énorme, parce que il n'y a pas que le climat, il y a la biodiversité, il y a tout ça, et puis il y a aussi la distribution des richesses. Ça vient questionner énormément de choses qui sont à l'origine même et qui fondent notre société, le consumérisme, tout ça. Et en fait, donc on peut parfois avoir conscience de ça, mais dans notre vie de tous les jours, parce qu'on travaille chez Total ou chez une autre entreprise comme ça, un petit peu éteindre ou le mettre en sourdine. Et parfois, quand il y a des gens comme ça qui viennent en face de vous et qui, dans leur corps, dans leur vie, sont complètement à l'opposé, ou en tout cas ont vraiment pris conscience au premier plan de ce que ça veut dire et sont prêts à prendre des risques, à aller en prison, à avoir des procès, à se mettre en risque, à avoir des risques physiques pour vous montrer qu'il y a un problème, et ça peut faire émerger des choses. Donc oui, parfois le dialogue est possible, ouais, complètement. Le dialogue est possible, néanmoins on a quand même besoin de ces actions pour justement réveiller quelque chose chez les gens, essayer de les sensibiliser au-delà des simples nouvelles qu'on peut lire dans la presse ou des articles qu'on peut lire. On a besoin de ce moment un peu choc, de ce clash. Oui, après il y a un peu de choses. Parce qu'il y a évidemment ce travail de sensibilisation et de formation sur les enjeux climat, parce qu'il y a énormément de gens aussi qui ont conscience du problème climatique sans avoir conscience concrètement de la réalité, ou en tout cas de ce que ça veut dire. Mais oui, disons que les actions comme ça déclarent un petit peu, elles permettent en tout cas de parfois percer le champ politico-médiatique et faire irruption dans l'espace médiatique. Je pense par exemple aux actions qu'ont fait récemment le collectif Dernière Rénovation en pénétrant sur le cours de Roland-Garros, en interrompant le Tour de France ou en essayant de l'interrompre, en allant se coller à la glu sur l'autoroute. Quoi qu'on en pense, ces actions choc, ou en tout cas qui ont vocation à l'être, elles permettent de faire irruption et à un moment alors le monde s'arrête pas de tourner, mais en tout cas la société ou le cours des choses frise un peu et se dit oula, mais en fait il y a un problème, ou en tout cas de venir un petit peu rappeler, c'est un petit peu la nature qui vient se rappeler, ou le contexte climatique, l'urgence climatique qui vient un petit peu se rappeler. Mais après il faut faire aussi attention, parce qu'on ne peut pas non plus juste s'indigner comme ça par éclipse chaque fois qu'il y a un nouveau feu de forêt, puis on fait un tweet ou on poste une photo et puis ensuite on retourne à notre quotidien. C'est aussi les travers que peuvent avoir un petit peu l'indignation cyclique par rapport à différents événements. Mais après, ça, encore une fois, la charge du changement ne repose pas sur les épaules des citoyens et des citoyennes. En tout cas, pas du tout. Disons que pas du tout complètement, mais c'est aussi énormément sur les décideurs qui ont vraiment en main la capacité de pouvoir changer l'ordre économique et l'organisation de notre société, l'appareil productif, tout ça qui aujourd'hui est responsable des émissions de gaz à effet de serre et de l'effondrement de la biodiversité, etc., etc.
Et justement, toi, pendant les dernières élections, tu as été assez mobilisée. La mobilisation politique, c'est aussi une mobilisation qui vient apaiser l'éco-anxiété, ou en tout cas qui aide à surmonter tout ça. En fait, disons que il faut, trouver un débouché politique à des engagements, notamment là sur l'écologie, le climat et la justice sociale, c'est essentiel. Parce que aujourd'hui, si on veut faire bouger les choses, ou en tout cas obtenir des mesures à la hauteur de l'enjeu, il faudra des mesures qui s'appliquent à toutes et tous. Et donc, ça se fait au niveau politique. Donc, il faut une prise de pouvoir des idées progressistes au niveau politique. Et ensuite, le mouvement social dans la rue, il est aussi important. Parce qu'en fait, même si on a des élus progressistes au pouvoir, pour l'instant ils sont largement pas majoritaires, mais même si on les a un jour, le système va se défendre aussi. Et ce sera pas facile de faire accepter, parce que ceux qui ont le pouvoir et l'argent sont organisés aussi pour continuer à faire prospérer aussi leur modèle économique et leur système de rentabilité. Et donc, même si on arrive à avoir énormément à des postes de pouvoir des personnes progressistes qui ont vraiment envie d'appliquer leur programme, il faut l'organisation d'un mouvement social dans la rue qui fait en fait un rapport de force et qui permette, en maintenant une pression, même de soutenir en fait ces mesures-là, même une fois qu'on a placé, entre guillemets, ou en tout cas permis à des personnes progressistes d'arriver au pouvoir. Donc il y a toujours un petit peu ces deux volets. Donc je pense, le débouché politique, il est essentiel, c'est pas le seul. Il y a aussi une organisation des mouvements sociaux à partisans dans la rue qui est extrêmement importante. C'est comme ça que moi je suis arrivée d'ailleurs aux enjeux politiques. Ce qui veut pas dire que les mouvements sociaux font pas de politique. Tout le monde fait de la politique. À partir du moment où on se questionne et on s'interroge et tout est politique. On s'intéresse à comment on veut être organisé socialement, comment on contribue à la société, etc. On fait de la politique. Mais disons qu'ils ne sont pas partisans. Ils n'ont pas envie d'être élus. Mais par contre, ils ont des idées très claires sur quel genre de programme il faut appliquer, quoi, ou quelles mesures politiques il faut appliquer. Et comment tu l'as vécu, toi, cette campagne J'ai l'impression qu'on a vraiment pu toucher du doigt un basculement. Donc énormément de frustration et aussi de l'espoir. Parce que la troisième force du pays, parlons même en termes de bloc, au-delà des candidats, mais même en termes de bloc, disons en termes de programme, que la troisième force du pays représentée à la présidentielle et aux législatives au premier tour, la première force du pays ait été, donc là je parle de la NUP, surtout aux législatives, parce que pour le coup c'était vraiment avec l'arc progressiste entre tous les mouvements de gauche et écologistes ensemble. Au premier tour, faut pas oublier que c'était la première force du pays, tout simplement, qui ont le plus grand nombre de voix. Et ça, c'est extrêmement fort par rapport à l'attente sociale la plus forte. Et notamment quand on regarde les résultats au niveau des âges, des catégories d'âge, en fait, les 18-25 et les 25-30 sont ceux qui ont voté majoritairement pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, même si c'est aussi la catégorie de population qui s'est le plus abstenue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de ce basculement possible. Mais il aurait fallu 3-4% supplémentaires de mobilisation de ces catégories d'âge et il y avait une majorité de la NUPES. D'où la frustration et en même temps de l'espoir. Le militantisme, c'est assez frustrant. Mais c'est toujours un petit peu le cas. Il y a énormément de déceptions et en parallèle de l'espoir aussi. Donc c'est assez cyclique, quoi. Tant mieux en même temps. Oui. Et aujourd'hui, tu es attachée parlementaire ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle fonction ? Ouais, j'ai commencé en juillet. Et en fait, c'est moi la poursuite de mon travail de militantisme sur le terrain, sur les sujets climat, écolo et de justice sociale qui sont venus trouver une nouvelle voie ou une forme différente, cette fois-ci en travaillant directement auprès d'une députée, donc Alma Dufour, qui d'ailleurs vient aussi de l'activisme climat. Elle a été chargée de campagne aux Amis de la Terre elle y était depuis 2017. Elle a énormément travaillé sur la surproduction, le e-commerce et Amazon notamment. Et donc
Et donc voilà, elle aussi, elle est arrivée face au constat. Bon, je vais pas envie de parler pour elle, mais déjà, le constat, c'est aussi de se dire, en tout cas sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été extrêmement difficile, voire impossible, de vraiment permettre à des vraies mesures ambitieuses de voir le jour, notamment sur les sujets climat, justice sociale. Et donc en fait, alors même que parfois au niveau du plaidoyer, ils arrivaient à avoir des soutiens de la part de députés de la majorité, en fait à chaque fois, ça ne passait pas au dernier moment parce que ils voulaient tout simplement pas voir ces mesures voir le jour. Et donc au bout d'un moment, face à ce constat-là, c'est aussi qu'est-ce qui reste comme comment je peux encore avoir une marge de manœuvre, sur quel levier je peux appuyer. C'était aussi le débouché politique et concrètement entrer en politique pour trouver un débouché politique aux idées que l'on porte. Et donc c'est ce qu'elle a décidé de faire en se présentant. Elle a été élue. Et donc moi je travaille pour elle désormais. Voilà. Est-ce que tu as mis entre parenthèses ta vie de militante et d'activiste, ou tu parviens à cumuler ? Non, je n'ai pas mis en parenthèse ma vie d'activiste. Déjà parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, et puis voilà, c'est très important pour moi. Et donc non, je vais continuer à mobiliser, à participer aux différentes mobilisations, manifestations que va organiser les associations dans lesquelles je suis. Tu es très active sur Twitter. Ouais. Moi, c'est par ce réseau social que je t'ai découverte, je pense, il y a quelques temps maintenant. Pourquoi Twitter, et surtout, qu'est-ce que ça donne sur ce réseau social ? Est-ce que tu arrives à discuter avec certaines personnes ? Est-ce que tu arrives à faire entendre tes idées ? Ou c'est plus pour le fun ? Parce que tu es assez pinçante. Oui. Twitter, c'est un réseau social assez intéressant. C'est un peu, j'ai une copine qui dit, c'est un peu un cocktail privé où tout le monde est invité, parce que tu peux complètement interpeller des gens que tu n'aurais jamais l'opportunité de croiser dans la vie. Et parfois, en fait, si tu trouves le bon angle ou juste un coup du sort, ils te répondent. Et, donc et en plus, ça se fait en public, donc c'est assez particulier comme réseau social. C'est vrai que moi, j'y suis beaucoup. Et après, c'est un peu particulier d'y être en tant que jeune femme, notamment sur des sujets de politique, parce que c'est aussi un réseau social où il y a énormément de harcèlement en ligne. Encore plus, je le remarque de plus en plus là, récemment, notamment sur les sujets climat. Donc c'est un peu particulier. Après, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour justement faire attention au harcèlement. Ça peut être masquer des mots, ce genre de choses, pour se protéger et faire attention aussi, parce que ça peut être déprimant, usant et démoralisant. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, plusieurs fois. J'ai mis rapidement des choses en place, mais oui, ça arrive que des tweets que je fais percent un peu, et du coup très rapidement j'ai des vagues de harcèlement qui se mettent en place. C'est jamais aller très loin, c'est juste une flopée d'insultes et de commentaires dégradants. C'est jamais agréable, mais juste je mute et je regarde plus quand ça arrive. T'as bien raison, il faut se protéger aussi. Et justement, ça fait une transition parfaite avec ma prochaine question, qui concerne le burn-out militant, qui est loin d'être une légende. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Est-ce que toi, tu as été confrontée à ce burn-out ? En fait, quand j'ai commencé à militer, c'était juste après mon année universitaire, donc j'avais l'impression d'avoir énormément de temps, ce que j'avais, mais je l'ai rempli avec uniquement du militantisme. Et au bout de 4 mois, j'ai fait tout début de burn-out. À un moment, je me suis endormie en marchant, et donc j'ai fait une petite pause après, et je me suis un peu plus concentrée, disons que je me suis un peu plus organisée pour prendre soin de moi aussi, parce que c'est important. Le militantisme, ça prend énormément d'énergie, ça doit en donner aussi. Il y a aussi un caractère régénérateur un petit peu. Et donc c'est important de prendre soin de soi, et notamment parce que c'est aussi là dans le cadre de mon travail, mais c'est toujours difficile de trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui est de l'engagement, du militantisme. Disons quand on travaille sur des sujets qui sont des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, et c'est même pas qui nous tiennent à cœur, c'est des enjeux même de survie. C'est des sujets qui constituent d'ailleurs une énorme partie de ma vie aujourd'hui. C'est toujours difficile de placer le curseur entre aussi prendre soin de soi et prendre du temps. Mais c'est important de le faire. Et puis moi, j'ai la chance de militer donc Alternatiba
Paris, dans lequel on a énormément aussi mis en place justement des dispositifs pour prendre soin les uns des autres, faire attention, se prémunir du burn-out militant, etc. Mais c'est vraiment important de le faire et voilà. Sans culpabiliser, c'est pas grave de prendre soin de soi pour agir par la suite, mais c'est assez récurrent et même parmi mes invités, j'en ai plusieurs qui ont été confrontés au burn-out militant. C'est pas surprenant. Est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs et les auditrices de Basilic, alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais voilà, qui aimeraient éventuellement militer, devenir pourquoi pas activistes, qui aimeraient s'impliquer, mais qui ont une certaine appréhension, puisque c'est un univers, quand on ne le connaît pas, qui peut faire peur, je pense. Bien sûr. Commencer par dire que pour le coup, il y a de la place pour tout le monde et il y a vraiment aussi des choses à faire pour tout le monde en fonction de l'investissement à la fois de temps, mais aussi là j'ai parlé tout à l'heure de la désobéissance civile et des risques encourus. Évidemment qu'on peut militer de plein d'autres manières et en plus on peut pas tous se permettre d'ailleurs de prendre des risques si par exemple on est étranger, si on est en situation de handicap, si on est pour X ou X raisons, problème de santé, j'en sais rien, mais il y a plein de raisons qui peuvent ou juste on n'a pas envie qui peuvent nous pousser à pas pouvoir prendre ou vouloir prendre de risques quels qu'ils soient. C'est quand même possible de militer, il y a plein de choses à faire. Et donc, qu'est-ce que je conseille ? C'est de rejoindre un groupe militant près de chez soi. Déjà en se renseignant, moi je vais prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas moi donc je suis à Paris, donc je suis au groupe Alternative à Paris et je suis vraiment comblée. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres groupes Alternative d'ailleurs déjà en France, et puis il y a plein d'autres. Et puis il y a d'autres groupes militants. Voilà, c'est à chacune de trouver ce qui lui correspond le plus. Mais voilà, mais il y a vraiment énormément de choses à faire et on a besoin de monde, on a besoin de tout le monde. Et en fait, ça peut aussi commencer le militantisme en juste se posant des questions et en se posant des questions aussi, en discutant avec les gens autour de soi. En fait, c'est avant tout comme ça que ça marche même. Parce que parfois, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à militer et surtout à communiquer sur le fait que je militais. Juste en faisant ça, j'ai eu des effets sur tout mon premier cercle et tout mon deuxième cercle, ne serait-ce que parce que dans leur paysage quotidien, ils avaient une personne qui désormais faisait autre chose et en parlait et parlait de l'activisme climat, etc. Et maintenant, que ce soit fête de famille ou quand je revois des amis qui ne sont pas de la sphère militante, j'ai des gens qui viennent se confesser parce qu'ils prennent l'avion et qu'ils ont honte, ou parce qu'ils mangent de la viande et qu'ils ont honte. Mais en tout cas, se mettre en mouvement, ça a des effets aussi sur les gens autour de soi. Et parfois, se mettre en mouvement, c'est commencer par se poser des questions et commencer à en parler aux gens autour de soi. Et ça commence aussi comme ça. Donc voilà, il y a plein de manières de s'engager et il faut le faire parce qu'on aura besoin de tout le monde. Est-ce que tu as une lecture ou un documentaire que tu aurais visionné récemment à recommander ? Il y a le documentaire qui avait été réalisé par Arte qui s'appelle Désobéissant.e, .médian E, qui était donc sur le mouvement climat, donc justement au moment où j'y suis arrivée, donc 2018-2019, notamment à Paris, avec l'émergence de la base, le lieu qui a fédéré énormément d'associations, dont Alternatiba. Qui a fermé d'ailleurs et qui a réouvert à Sancier maintenant dans le 5e arrondissement, pour les Parisiens et Parisiennes qui écoutent. Donc il y a ça, et il y a aussi un livre qui, moi, m'a énormément... qui a fait écho en moi, notamment parce que j'ai une sorte, pas d'épiphanie, mais disons que le premier geste que j'ai fait, que j'ai décidé de faire quand je me suis mise en mouvement, ça a été donc, j'allais à une énième marche en novembre 2018, c'est en octobre 2018. Et en fait, j'ai été complètement émue et saisie en regardant les gens autour de moi et en me disant que j'étais en train de participer à quelque chose qui me dépassait, qui me transcendait un peu. Et je me suis dit, à la hauteur de ce que je ressens là, d'émotion et de sensation de faire quelque chose où je me mets en marche, il faut que je prenne une décision qui va changer ma vie, ou en tout cas qui change mon quotidien et qui va... il faut que je prenne une décision qui me change aussi, moi.
à travers les changements que je veux voir advenir aussi. Et je me suis dit, tu vas complètement arrêter de manger de la viande. Et c'est ce que j'ai décidé de faire du jour au lendemain. Et voilà, par ce petit geste, ensuite je l'ai politisé et puis j'en ai fait quelque chose de plus grand. Et je suis rentrée dans des groupes militants pour s'organiser collectivement parce que les petits gestes, on n'en a pas parlé, mais c'est utile. Disons que c'est indispensable et en même temps, c'est complètement insuffisant. Mais c'est indispensable. Et donc je l'ai fait à titre personnel. Et ensuite, juste après, j'ai lu le livre de Jonathan Safran Foer qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» Et ça m'a énormément... ça a fait écho en moi, aussi par rapport à cette décision que je venais prendre. Donc voilà, un livre que je recommanderais serait aussi celui-ci. Oui, que j'aime beaucoup également. Et effectivement, sur les petits gestes, tu fais bien de le rappeler, évidemment qu'ils sont indispensables. Mais ils ne seront pas suffisants et qu'on a besoin de changements bien plus structurels. C'est toujours bon de le rappeler parce que ça nous déleste aussi parfois d'un poids de culpabilité. Je reçois beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices qui culpabilisent, qui ont l'impression de ne pas en faire assez, etc. Et je trouve que c'est toujours bien de rappeler qu'on n'est pas seul. Et justement, rejoindre un mouvement associatif, militant, ça peut aussi nous aider à avoir un nouveau regard sur la situation et sur notre place face à tout ça. Donc c'est assez salvateur normalement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mathilde pour cet échange. C'était très intéressant de se glisser dans la peau d'une militante et de découvrir un peu les coulisses. J'indiquerai dans la barre de description du podcast bien évidemment tout ce que tu as recommandé, Alternatiba, mais aussi ton compte Twitter pour celles et ceux qui ont envie de rigoler. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.